Bismillah. Où sont les 100 perles? Cette besace me paraît bien petite, grommelle le gardien de la passe. Homme corpulent, taillé comme un silex mal dégrossi, Sanchen montra au gardien qu'il ne possède que 10 perles. Explique que son compagnon et lui, moine mendiant, ne transportent aucune richesse, vivent d'aumône, et il ajoute: Faites-nous l'aumône d'un passage gratuit, cela vous portera bonheur. Et ne vous coûtera rien, malgré Pacaille, la tête enfouie sous sa cagoule. Vous dites que cela me portera bonheur. Comment le savez-vous? Lisez-vous dans les étoiles? Ce sont les écrits des anciens qui le disent, affirme le jeune écuyer. Quels écrits? Je n'en ai jamais entendu parler. Tirant de sa besace le précieux cahier à couverture rouge, s'enchaîne, le montre au gardien, tournant lentement les pages devant ses yeux étonnés. Il lui raconte qu'il tient ce livre du monastère de Kong, l'un des plus fameux monastères du lointain empire de Kataï. Et qu'il a calligraphié ce cahier? Demande le gardien. Un moine nommé s'enchaîne les trois déploiements, un moine très sage et très savant, bien que jeune encore, et je peux vous assurer que si vous nous laissez passer, le moine s'enchaîne en sera informé sans retard, si bien que cet homme trouvera place dans le cahier et y restera aussi longtemps qu'il durera, c'est-à-dire pendant 100 ans, pendant 1000 ans, pendant plus longtemps encore. Vous pouvez me le jurer sur les trois corbeilles sacrées et sur l'esprit des 5 directions. Sur Sansang et sur Keyumang, je le jure. Alors passez, vous et votre compagnon muet. Dès qu'ils se sont éloignés, Pakai interroge son compagnon sur la signification exacte du mot sang. Apercevant sur le bord du chemin une cuvette peu profonde où les pluies ont déposé une fine couche de sable, son chien fait halte, dépose sa besace et s'agenouillant sur les bords de la cuvette, inscrit dans la couche légèrement humide l'empreinte de ses 10 doigts. Il explique à Pacaille que dans les trous qu'il a faits, il peut placer les 10 perles qu'il n'a pas données au gardien et qu'il garde pour de meilleurs usages. Juste au-dessous de la ligne des trous, il en inscrit une seconde où pourrait trouver place 10 nouvelles pièces si leur richesse était plus grande. Il laisse le temps à son ami de bien observer la plage de sable, puis il continue à mettre de nouvelles empreintes par groupe de 10 jusqu'à ce qu'il ait placé 10 lignes bien alignées les unes au-dessous des autres. Voici, dit-il, juste ce qu'il faut de trous pour mettre 100 perles, tu comprends? Les yeux brillants, hochant la tête, le singe regarde tour à tour le sable et son camarade, puis il éclate de rire. Oui, je comprends que pour payer le gardien, il aurait fallu 10 besaces contenant chacune 10 perles, donc 100. C'est 10 fois 10. Et je comprends aussi que ce morceau de sol sur lequel tu as enfoncé 10 fois tes 10 doigts, c'est comme ton cahier, ça t'a servi à écrire. Mais sur le cahier, les marques restent, dans le sable, non. Après la prochaine pluie, le souvenir sera parti, comme parfois les souvenirs dans notre tête. Certains s'inscrivent dans le sable et s'en vont. Et maintenant on scelle, s'exclame Pacaille, changeant de physionomie. Nos chevaux s'impatientent. Ils n'apprécient ni les perles ni les empreintes. Eux, dans leur tête, ils n'ont pas de sable. Ils n'oublient jamais rien. Un peu plus tard, alors que le soleil décline, les deux cavaliers aperçoivent au loin une fumée et découvrent les huttes d'un campement. Tandis que Pacaille s'empresse de mettre sa cagoule tout en parlant à son cheval, s'enchaîne, commente. Des nomades. Ils habitent dans des huttes légères qu'ils transportent sur des chariots, sans même avoir à les démonter. Mon père adoptif m'en avait souvent dessiné, tel que je les découvre aujourd'hui. Que voilà d'étranges choses, s'exclame Pacaille, tapotant sur son nez. Les deux cavaliers s'approchent, s'arrêtent et font les salutations d'usage. Une femme alors, dont les yeux paraissent éteints, se détache du groupe et vient flairer la tunique de Pacaille. D'une voix sourde, elle dit: Ce moine-là n'est pas bonze, mais singe. Étonné devant tant de perspicacité, Sanchen demande comment la vieille nomade a pu le deviner. C'est que la brise venait de lui vers moi, j'ai reconnu l'odeur. Autrefois j'ai vécu avec les singes. Cela se passait à Corem, la capitale de l'Empire. Le Khan avait fait ouvrir une ménagerie ressemblant des milliers d'animaux venus de tous les coins du monde, habités, et j'étais chargé de la nourriture des singes. La conversation s'élargit, tandis que Pacaille retire lentement sa cagoule.
En fait, le singe savant écoute à peine. Quand il a entendu la vieille femme parler de ménagerie, il a revu les barreaux de la cage où des chasseurs l'avaient enfermé après sa capture, alors qu'il était le plus jeune et le plus innocent des singes de la bande. Sa mère n'avait pu que pousser des cris d'effroi et de haine et s'enfuir, tandis que les ignobles chasseurs l'entraînaient. Fort heureusement, se souvient-il, son séjour en cage n'avait duré que peu de temps. Un homme à moustache avait pris possession de lui pour le remettre au cirque Kunmun. Là, il avait trouvé un frère un peu plus jeune que lui, et lui aussi orphelin, sans chaîne. Chassant ses souvenirs où l'aigre se mêle au doux, il tend l'oreille pour écouter le chef des nomades inviter les deux cavaliers de Kataï la Grande à se joindre à la caravane qui, par la route de la soie, se rend à Corène. Que penses-tu de cette invitation interroge Sanchen. N'hésitant même pas la durée d'un clin d'œil, Pacaille donne son accord d'un signe de la tête. Alors qu'il pense au singe prisonnier dont parlait tout à l'heure la femme nomade, le manège des idées vient de se mettre à tourner sous son crâne pointu.